Bonjour à tous et à toutes pour ceux qui nous ont déjà rejoints avec un petit peu d'avance. Hello. Hello à tous. Bonjour à tout le monde. L'event, il est live aussi sur LinkedIn ou pas, Marion? En principe, oui. Oui, Nafissa le mettait en direct justement, je crois. Là. Ok. J'ai un lien partagé. Ah oui, ok. Bonjour, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Bienvenue, on va commencer dans quelques petites minutes, le temps d'attendre encore quelques personnes. Il est 11 heures pile, je vous propose qu'on commence du coup dès maintenant pour ne pas perdre de temps, donc pour l'heure qu'on va passer ensemble. Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire consacré à la data RH comme moteur de croissance pour votre stratégie 2025. Aujourd'hui, donc, nous allons explorer ensemble comment les données issues des logiciels de paie et RH peuvent devenir des leviers stratégiques pour orienter vos décisions et capter l'attention de votre direction. Donc, je m'appelle Marion Hochet et je suis experte RH, collaboratrice Payfit depuis presque 3 ans et je suis heureuse d'être votre modératrice pour cette session riche en partage d'expériences.
Et j'ai la chance donc d'être entourée de 3 experts au parcours varié, mais animés par une même ambition, transformer la gestion RH en un véritable moteur de performance et de croissance. Rien de mieux du coup que de laisser mes experts aujourd'hui se présenter eux-mêmes. Alexandra, est-ce que vous voulez commencer? Oui, bonjour. Donc, je suis Alexandra Hamda. Je suis DRH aujourd'hui dans une agence digitale, donc secteur plutôt tech. Et avant ça, j'ai passé une quinzaine d'années dans le milieu du conseil. Et donc, en parallèle de ça, j'ai lancé un podcast RH qui s'appelle Nouveau Prisme depuis à peu près 1 an et demi pour aborder les sujets RH. Et dernier point, je suis utilisatrice aujourd'hui de Payfit. Donc voilà, ça va me permettre aussi de mettre en corrélation les sujets data RH, outils, notamment avec mon retour d'expérience sur Payfit. Super, merci beaucoup. Capucine, à vous? Ouais, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Donc moi je suis Capucine, je suis Chief of Staff chez Kimono, ça fait à peu près 5 ans et demi que j'ai rejoint l'aventure. Kimono, on est expert de la culture d'entreprise à travers plusieurs métiers, le merchandising, l'aménagement de bureaux, les événements et du conseil en culture. Et donc moi je m'occupe en grande partie de la fonction RH et donc aussi utilisatrice de Payfit depuis les débuts de Kimono. Donc pareil, pas mal d'exemples concrets à vous partager aujourd'hui pour voir à quel point c'est utile justement d'utiliser la donnée et quel va être l'impact derrière sur les équipes, sur la direction et toutes les personnes à qui ça peut être utile, donc les collaborateurs aussi, évidemment. Impeccable, merci beaucoup Capucine. Et Léopold, pour terminer? Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle Léopold Adam, et je suis le fondateur et CEO de Reflect. Donc Reflect, en gros, c'est une solution d'analyse, de suivi, de partage des données RH à destination des équipes RH, des équipes finance aussi, des équipes aussi maintenant un peu RSE. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller centraliser les données RH qui sont réparties dans pas mal d'outils. Donc, par exemple, Payfit, des logiciels SIRH, des logiciels de recrutement, des logiciels de paye. Et en fait, on va les centraliser dans un même outil qui va vous permettre de suivre toutes vos données en temps réel et aussi de vous aider sur tous les rapports légaux, conformité, donc la BDESE, l'index. Et donc du coup, j'étais content de participer à cet événement parce que justement nous on utilise chez nos clients, enfin on utilise beaucoup la donnée RH pour, la donnée de Payfit pour justement vous aider dans vos reporting, dans vos prises de décision. Donc hyper content de vous montrer un peu des cas d'usage et comment vous pouvez activer très vite cette donnée pour vous aider dans votre quotidien, quoi. Impeccable. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre présentation hyper complète. On va pouvoir donc commencer. Donc pendant cette heure ensemble, nous allons alterner entre échange d'expériences, conseils pratiques, retour d'expertise concret. Et n'oubliez surtout pas, on a un chat du coup qui est ouvert et à votre disposition. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure et on prendra un temps à la fin du webinaire pour répondre à tout le monde. Et donc, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Comment la data RH peut-elle s'imposer comme un levier stratégique dans les entreprises? Déjà, pour commencer notre échange, moi, j'aimerais redonner 2 chiffres d'une étude qui a été réalisée par Factorial sur la base de 3000 répondants, disant que seulement 14% des sondés estiment que leur service RH a une culture de la donnée et 3/4 des entreprises interrogées disent ne pas disposer des outils nécessaires pour collecter, analyser et interpréter les données RH. Donc, face à ce constat-là, par où est-ce qu'on commence pour faire évoluer la situation? J'aimerais tourner vers vous. D'abord, Alexandra, pour commencer. Selon vous, quels sont les indicateurs RH vous semblent indispensables pour accompagner la stratégie de l'entreprise et la prise de décision? Merci Marion. Du coup, on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment important déjà d'avoir en tête avant de commencer que c'est pas la peine de se noyer sous 1 million de data au niveau RH parce qu'on risque vite de s'y perdre. Donc, faut être en capacité d'avoir de la data qui soit impertinente et être capable de l'interpréter. On en parlera sûrement tout à l'heure, mais la capacité à faire parler les chiffres est aussi indispensable, je pense, qu'en RH. Moi, je me base souvent sur 7 indicateurs qui me paraissent aujourd'hui importants. Le premier, ce serait notamment la masse salariale. C'est important de la suivre parce que notamment lorsqu'on a
je vous donne un exemple tout bête, mais les rémunérations qui vont augmenter plus vite que les revenus d'une entreprise, ça va avoir un impact sur la rentabilité de la société. Donc, ça va nous permettre de ajuster les choses, notamment au niveau budgétaire, et d'anticiper un petit peu, maîtriser davantage les coûts. Donc, c'est pour moi le nerf de la guerre. Donc, c'est vraiment important de suivre la partie masse salariale. Le deuxième, ce serait tout ce qui est coût global de l'entreprise. Donc, c'est quand même assez lié à la masse salariale, mais effectivement, les entreprises investissent beaucoup sur tout ce qui va être capital humain. C'est vraiment un des principaux coûts au niveau de l'entreprise, donc ça nécessite de le suivre et de mieux maîtriser, notamment toutes les dépenses qui vont être liées au recrutement, à chaque embauche, et avoir vraiment une maîtrise, en tout cas une visibilité sur cette data. Donc ça, c'est le deuxième qui me paraît important. Le troisième qui me paraît également important, ça va être tout ce qui va être charges patronales, puisque les charges patronales vont pas être forcément les mêmes en fonction des typologies de contrats qu'on va avoir. On va avoir beaucoup plus de charges au niveau patronal si c'est un CDI versus un alternant ou un stagiaire. Donc c'est vraiment important aussi de bien maîtriser ces charges en fonction de ces typologies de contrats, et notamment pour les entreprises qui ont une forte intensité au niveau des salariés. C'est extrêmement important. Le quatrième, c'est les effectifs. Donc ça peut paraître tout bête, mais avoir une photo, un instant T des collaborateurs, avec 100 stagiaires, effectifs en équivalent temps plein, les effectifs moyens, c'est aussi des choses qui sont importantes à maîtriser et qui vont avoir un impact notamment sur des sujets notamment en fonction des effectifs qui vont arriver, qui vont rentrer dans l'entreprise, de savoir notamment adapter ces programmes de onboarding, ces programmes de développement des compétences. Donc c'est un vrai enjeu, ces sujets-là, au niveau des projets RH sur lesquels nous on va être en tant que RH, on va être amené à travailler par la suite. Le cinquième, ce serait, je pense, le turnover aussi, qui est important, donc tout ce qui va être rotation des effectifs, puisque souvent c'est quand même un indicateur assez pertinent pour être en capacité d'analyser la satisfaction des collaborateurs, notamment sur tout ce qui va être lié au management. Ça va être aussi lié souvent aux conditions de travail ou aux perspectives d'évolution, en tout cas comment est-ce qu'on se projette dans l'entreprise. Donc c'est pareil, c'est des projets sur lesquels nous derrière on peut plus travailler pour mieux fidéliser et davantage cibler les besoins en tout ce qui est lié à la rétention des collaborateurs. Le sixième, je dirais, pour moi, qui est important, c'est l'absentéisme. C'est aussi important de le suivre. Là, c'est un vrai sujet, notamment aujourd'hui, la santé mentale, on en parle beaucoup. Mais c'est un vrai enjeu au niveau RH. Donc, c'est important de le suivre. Ça va avoir des impacts aussi sur la productivité de la société et ça nécessite qu'on mette en place des politiques de prévention. Et le dernier, pour finir mon petit tunnel et après je laisse la parole, le dernier qui est important, c'est la rémunération. Savoir si on est compétitif ou pas par rapport au marché, et au-delà, donc c'est un impact sur l'attractivité, et au-delà de ça, c'est la rémunération en distinguant bien les hommes des femmes pour s'assurer qu'on est vraiment sur qu'on respecte les obligations légales en termes d'égalité salariale, et aussi pour améliorer ce que je disais tout à l'heure, l'attractivité en étant en tout cas sur une bonne maîtrise, et qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de disparité entre les rémunérations hommes-femmes. Super, merci beaucoup pour ce tour d'indicateurs clés à suivre. Donc, on a donc des bonnes recommandations, une bonne base de départ, mais une fois qu'on collecte toutes ces données, concrètement, comment est-ce qu'on interprète ça? Léopold, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de comment on analyse un indicateur RH? Vous êtes en mute, Léopold. Je pense que je vais pas couper mon micro, ce sera plus simple. Ouais, merci, désolé. Du coup, ce que je disais, c'est que déjà juste sur les indicateurs RH, pour rajouter à ce que disait Alexandra, je pense qu'il faut à chaque fois, genre tous les ans, on se dit voici les top 10 indicateurs à suivre, etc. Mais je pense que ça dépend juste de votre contexte. C'est important de le savoir aussi, mais
Il y a des indicateurs classiques qu'il faut suivre sur l'absentéisme, le turnover, la masse salariale, mais parfois il y a des contextes de boîte qui fait que vous allez suivre plutôt un indicateur versus un autre. Donc je pense que c'est quand même important avec ça. Et après la manière dont on l'analyse, justement en fait il faut prendre aussi beaucoup de données contextuelles autour. Donc par exemple si vous voulez analyser le turnover de votre boîte, ça va dépendre aussi du contexte. Donc en fait, est-ce que vous êtes dans un moment où en fait globalement il y a toujours du turnover, c'est-à-dire l'été ou en fin d'année, du coup ça il faut le prendre en compte. Premièrement, vous êtes peut-être dans un secteur aussi où il y en a beaucoup. L'hôtellerie-restauration, il y a souvent du turnover. Donc en fait, quand vous analysez un indicateur, il faut le prendre en compte par rapport à votre contexte. Donc avec en gros des choses un peu macro qu'il y a sur votre secteur. Et après, il y a des choses en interne sur en fait est-ce qu'il y a une évolution dans le temps, est-ce que il faut le comparer par département, etc. Et en fait, c'est là où ça devient un peu plus difficile, c'est que finalement avoir son taux de départ à l'échelle de l'entreprise, c'est pas très compliqué à avoir, ça peut l'être parfois, mais voilà. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'aller un peu dans les données, essayer de comparer, par exemple par classe d'âge, ça va être comparé par ancienneté, ça va être comparé par département. Et je vous donne un exemple, le taux d'absentéisme. Donc en fait, c'est de comprendre sur une période donnée, notamment ce qu'on appelle des absences non prévues. Des absences non prévues, c'est des personnes comme son nom l'indique, vous pouvez pas le prévoir. Donc on va pas prendre en compte, par exemple, les congés maternité, etc. Ce qui est intéressant de comprendre, le taux d'absentéisme, peut-être, c'est par classe d'âge. En fait, vous allez peut-être observer que oui, il y a globalement souvent plus d'absentéisme peut-être chez les personnes qui sont plus âgées, avec des troubles musculo-squelettiques, etc., versus des gens plus jeunes. Et en fait, nous, on observe parfois chez nos clients que c'est pas le cas, et qu'en fait, il y a plus d'absentéisme vers des jeunes générations que vers des générations qui sont plus âgées. Donc en fait, voilà, c'est ça qui est intéressant quand vous analysez un indicateur, c'est d'avoir une autre dimension qui peut être temporelle, qui peut être contextuelle, qui peut être des départements, etc. Et c'est là où vous allez faire des analyses et vous allez voir des choses qui sont intéressantes. Et juste dernière chose qui est intéressante aussi, qu'il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle un peu nous les faux positifs. Où en fait, vous analysez un taux, mais en fait les taux c'est pas forcément parfois la bonne chose parce que ça peut énormément augmenter comme descendre. Je vous prends un exemple. Vous venez de créer votre boîte, vous recrutez des personnes, mais naturellement il y a personne qui s'en va, vous allez avoir 100% de turnover. Donc voilà, vous allez comparer le turnover, vous êtes une boîte dans le retail, vous allez comparer le taux de départ entre les boutiques. Sauf qu'en fait, peut-être que il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dans les boutiques, il y a 3-4 personnes, et il suffit qu'il y ait une boutique où il y a 2 départs en plus que de l'autre, vous allez avoir un taux de turnover énorme par rapport aux autres boutiques, vous allez vous dire, ah, mais dans cette boutique-là, il y a un problème avec le management et tout, alors que c'est pas le cas, quoi. Et donc du coup, ce qui est intéressant aussi sur on parlait un peu de l'égalité homme-femme, ça c'est, là il y a plusieurs indicateurs qu'il faut analyser, donc pas juste le ratio homme-femme. Mais et la transparence des salaires va vous l'imposer en plus pour 2025, enfin pour 2026. Ça va être de comparer notamment combien de femmes il y a à des postes de leadership, donc à des postes de management. Ensuite, c'est pour un poste égal, expérience égale, est-ce qu'il y a des écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Nous, on observe aussi dans Reflect, on met des indicateurs sur le taux d'augmentation entre les hommes et les femmes, etc. Donc voilà. Donc tu voulais que je fasse aussi un petit focus sur l'index égalité pro, du coup, Marion? Oui, parce qu'en fait, c'est ça l'idée de dire, c'est que, tu as bien fait de le rappeler, c'est important de choisir les indicateurs qui sont les plus pertinents pour l'entreprise par rapport au contexte et par rapport à ses priorités. Mais il y a malgré tout d'autres facteurs, d'autres indicateurs qui sont quand même importants à récupérer, dont certains qui sont obligatoires. Et donc, l'exemple. Ouais. Du coup, l'index homme-femme, c'est un très bon exemple. Et ça, du coup, nous, on le fait. Bon, bref, on arrive à très bien le calculer dans l'outil. Et c'est, effectivement, ça vous donne une note qui vous permet de vous situer. Donc, c'est intéressant parce que du coup, ça, vous pouvez le faire aussi tout au long de l'année pour voir, en fait, comment vous pouvez vous situer par rapport à cette note-là. Et surtout, ce qui est génial, en fait, avec ce KPI-là, c'est que c'est un très, très bon indicateur de marque employeur. Je me rappelle l'année dernière, donc nous on aidait pas mal de clients à faire cet indicateur-là, et en fait il y en a qui l'avaient beaucoup communiqué sur les réseaux en disant, et notamment je me rappelle de Welcome sur Jungle qui avait eu 99 sur 100, quelque chose comme ça, et en fait qu'il avait utilisé comme vraiment comme vecteur de marque employeur. Et donc en fait ça c'est un peu une épine dans le pied, c'est-à-dire que quand il faut faire ça le 1er mars, ça embête tout le monde de faire cet index égalité pro, ça prend du temps.
c'est painful. Et en fait, souvent, les gens communiquent un peu en retard sur le site du gouvernement, alors qu'en fait, vous devriez peut-être retourner la chose et en faire un vrai outil de marque employeur et de vous dire, bah, en fait, c'est bien si vous avez une bonne note, vous devriez le communiquer pour dire aux gens, bah voilà, nous, on est une boîte, on fait hyper attention à ça, et donc, du coup, ça vous permet en tout cas, Welcome a fait une grosse com là-dessus et ça leur permet d'attirer plus de candidats, de montrer que vous avez une bonne culture de boîte, etc. Donc, des KPI, c'est intéressant, je veux dire, en fait, en interne pour la performance de votre boîte, mais c'est aussi intéressant de communiquer ces indicateurs-là en externe pour favoriser votre marque employeur. Oui, clairement, à partir du moment où on a une obligation légale, si on a des bons résultats, ce serait quand même dommage de s'en priver. Et j'ai juste me permettre de rebondir, Marion. Effectivement, je trouve ça hyper intéressant ce que disait Léopold. Bon, là, on parle de l'indicateur homme-femme. Donc, c'est important de l'avoir et en interne et de le communiquer en externe pour sa marque employeur. Mais tu vois, il y a d'autres typologies d'indicateurs aussi qu'il faut suivre. Et en fait, quasiment tout le temps. Si je te prends un autre exemple, il faut être en capacité de l'analyser. Par exemple, sur le turnover, c'est aussi des sujets sur lesquels on peut communiquer aussi en externe, donc en interne pour donner de la visibilité, mais aussi en externe parce que ça peut également rassurer les candidats. Mais derrière, il faut être capable de l'expliquer. C'est ce que je disais tout à l'heure et Léopold en a très bien parlé tout à l'heure, de se dire, par exemple, moi, les sujets de turnover, je dois les communiquer à mon CSE, qui est les représentants du personnel. Mais leur fournir de la data sans avoir la grille de lecture derrière, ça sert un petit peu à rien puisqu'ils vont pas être capables de l'analyser. Et c'est d'être capable de leur expliquer aussi les chiffres, de leur dire bon bah voilà, si ton turnover il est à 5%, il demande 5%, c'est que tu as un turnover qui est faible. Donc soit c'est parce qu'il y a une très grande qualité de ce que tu mets au niveau RH et c'est top, soit c'est de l'immobilisme et c'est moins chouette. Tu vas avoir après l'autre, en gros, turnover, c'est entre 5 et 10%. Et là, c'est la moyenne nationale. Donc, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut se poser des questions en se disant, est-ce que c'est du subi ou est-ce que c'est parce qu'on a la main dessus et c'est maîtrisé et c'est tant mieux et c'est good et on continue comme ça? Ou est-ce que tu es au-dessus de 15%? Et dans ces cas-là, au-dessus de 15%, hors secteur, Léopold en parlait tout à l'heure, la restauration, où c'est assez classique, c'est des secteurs où il y a beaucoup de turnover parce que voilà, c'est souvent des contrats précaires, etc. Là, c'est de se dire, bon, il y a peut-être un sujet au niveau des 15%, on est quand même assez élevé, et qu'est-ce qu'on met en place au niveau RH? Il faut se poser les bonnes questions pour mettre ensuite des projets RH. Donc, c'est vrai que les indicateurs, c'est nécessaire de les analyser, donner des grilles de lecture pour l'interne et pour l'externe pour pouvoir derrière mettre des projets en place. Et pour compléter aussi ce que vous dites tous les deux, il y a un indicateur duquel on n'a pas parlé encore pour le moment, qui est le INPS, donc le Employee Net Promoter Score, qui est aussi un super indicateur à mesurer et à transmettre aussi en externe pour justement toute l'attractivité des talents, etc. Le INPS, on entend beaucoup parler de NPS et donc de la propension des clients à recommander l'entreprise, mais c'est aussi hyper important de se demander à quel point les collaborateurs, donc les personnes qui font l'entreprise, sont à même de recommander l'entreprise comme lieu de travail en fait pour leurs proches. Et c'est un indicateur qui est hyper intéressant à mesurer. Ça sert à rien de le faire tous les 2 mois parce que voilà, il y a plein de choses qui font que ça évolue, mais au moins 2 fois par an, je pense que c'est une très bonne chose et c'est très rapide. Vous pouvez l'intégrer dans des questionnaires que vous faites à vos équipes, etc. C'est une question et les chiffres sont assez parlants en général. Super, merci beaucoup pour l'ajout, Capucine. C'est vrai que c'est important, le INPS aussi. Je vois qu'il y a une question dans le chat. On avait dit qu'on prenait plutôt les questions à la fin, mais c'est vrai que vu le contexte, ça peut être pertinent d'y répondre tout de suite. Il y a Caroline qui nous demande qu'est-ce qu'on fait du coup lorsque la data n'est pas bonne? C'est une bonne question. Je peux, si vous voulez, commencer à donner un élément de réponse et ensuite, Léopold et Alexandra, je vous laisse compléter. Pour moi, avoir des données qui sont pas bonnes, c'est déjà une bonne chose parce qu'on est conscient de savoir que la donnée est pas la bonne. Donc au moins, on a une prise de conscience en interne et on
peut réagir, corriger et mettre en place un certain nombre d'éléments correctifs pour venir rectifier le tir. La communiquer en externe, la donnée quand elle est pas bonne, forcément en termes de marque employeur, ça va pas être le plus valorisant, ça va pas être la meilleure stratégie, et à la fois ça peut aussi montrer une évolution si on a un historique, peut-être en fonction de la gravité entre guillemets de la donnée et des notes, ça peut aussi montrer une progression et une évolution de l'entreprise, une prise en compte des messages qui ont été faits, etc. Donc c'est un peu à double tranchant, et à quel point la donnée n'est pas bonne. Mais dans tous les cas, c'est hyper important d'en faire quelque chose, au moins en interne, de mettre en place des choses, et surtout de communiquer avec l'équipe en disant voilà, les résultats de cette enquête ont montré telle et telle donnée, on n'en est pas satisfait pour telle raison. C'est important aussi de faire des comparatifs avec d'autres boîtes quand les données sont accessibles, et de montrer le plan qui va être fait pour corriger et amener l'entreprise vers de meilleurs résultats sur la prochaine collecte de données. Donc voilà, je pense que c'est important de pas placer ça sous le tapis et de faire comme si on n'avait pas vu, mais au contraire d'en faire un véritable levier d'action pour booster la performance globale. Léopold, Alexandra, vous voyez autre chose à ajouter? Je suis assez d'accord avec Capucine. Il n'y a rien de pire que de mettre ça sous le tapis, à pas préconiser du tout. Bon, après, c'est pas la peine de faire la propagande si en externe, si voilà, il y a eu un loupé. Mais je suis complètement d'accord avec Capucine. La prise de conscience, déjà, elle est hyper importante. Et derrière, on fait un constat, on communique en interne pour que ce soit transparent et que les collaborateurs aient pas l'impression qu'on on a essayé de jouer avec les chiffres, etc., et que ça puisse pas être mal interprété. Ça peut être un sujet d'outils, ça peut être un sujet de erreur humaine aussi, hein, ça existe. L'objectif, c'est de être transparent, l'expliquer, et puis derrière, on met un plan d'action, on réajuste, et puis on y va. Donc, la communication, pour moi, c'est très clairement la clé en interne quand il y a ce genre de sujet. Complètement d'accord. Juste, on parle que la data est pas bonne, c'est-à-dire que les KPI vont pas dans la bonne direction, juste que la data de base n'est pas correcte. Ah oui, moi je suis partie sur le fait que les résultats étaient pas bons, pas sur la qualité de la donnée. Ah, moi je suis partie sur la qualité de la donnée. Il y a Caroline qui est en train d'ajouter, mais parce que moi, comment je lisais les KPI sont pas bons. Bah, du coup, vous avez répondu, c'est bon. Super, je pense qu'on a pu justement répondre à Caroline, donc je vous propose de passer à la suite, parce que c'est ça, concrètement, quand on a donc cette liste d'indicateurs qu'on veut récupérer ou qu'on a commencé à récupérer, en tout cas on a nos priorités, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour travailler sur ces sujets? Je me tourne du coup vers vous, Capucine, maintenant. Quels sont, vous, les outils que vous utilisez et recommandez pour analyser ces données? Déjà, mon meilleur ami du quotidien, c'est Payfit. Hein, on est là, je suis pas là pour en faire la pub, mais très sincèrement, c'est un outil de gestion RH assez puissant et qui m'aide énormément au quotidien pour évidemment toutes les fonctionnalités, mais surtout dans la donnée où il y a une faculté à extraire les données très facilement et ensuite à aller s'amuser sur mes autres meilleurs amis qui sont Excel et Google Sheet pour en faire plein de tableaux croisés, vraiment faire parler la donnée en fait, essayer de comprendre le pourquoi du comment aussi de chaque élément. Donc ça, on va dire que moi, je passe vraiment du temps sur ces deux outils-là. Il y a un autre outil que j'aime bien utiliser, qui est pas sur les slides, mais voilà, que j'utilise vraiment sur plein de sujets. Mais c'est Notion, où notamment quand on doit transmettre de la donnée à d'autres départements qui sont pas forcément RH, que ce soit à la direction ou au manager, Notion a un côté assez ludique et esthétique qui permet de montrer de la donnée de manière un peu moins brute et froide que des tableaux Excel, qui permet de transmettre des informations, de les faire parler, de pouvoir aussi mesurer l'évolution. On peut construire tout un tas de choses avec Notion. Il y a évidemment plein d'autres outils où on vient mesurer et récolter de la donnée. Donc, il y a évidemment des logiciels de survey qui sont très bien et très utilisés. Il y en a plein. Il y a ZestMeUp, il y a tous ceux qui sont aussi cités sur la présentation. On peut aussi utiliser des logiciels plus basiques comme Typeform, Google Form et autres qui permettent aussi de créer ses propres surveys et d'aller récolter la donnée auprès de ses équipes.
moi, je le fais par exemple sur Google Forms de façon mensuelle auprès de l'équipe et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. J'ai l'historique, je peux tout retracer depuis plusieurs années, donc c'est une donnée qui est assez utile. Et ensuite, évidemment, tous les logiciels qui possèdent de l'intelligence artificielle maintenant sont un vrai outil aussi qui est très puissant pour nous tous en tant que RH, puisqu'en fait, ça fait parler la donnée à notre place. Évidemment, on n'oublie pas la notion humaine là-dedans. On vient évidemment contrôler tout ce qui a été fait, dit et apporté. On vient le challenger en fonction et rajouter justement la notion humaine des ressources humaines en faisant parler la donnée plus que juste la traiter. Donc voilà, il y a vraiment un grand nombre d'outils qui sont au service de la donnée pour le RH. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un maximum de concret grâce à ces outils. En plus, j'imagine que vous, du coup, dans votre entreprise, ça a évolué justement rapidement un peu l'utilisation, les différents outils que vous pouvez utiliser, et comment voilà, vous les utilisez aussi. Vous parliez de l'IA, voilà, ça a beaucoup révolutionné, du coup, j'imagine, vos pratiques. Oui, complètement. Il y a vraiment, je saurais pas dire quel a été le moment où on a mis vraiment la donnée au cœur du RH. Je pense que ça s'est fait assez naturellement aussi en fonction de l'évolution de Kimono. Kimono, on a 7 ans, donc on grandit aussi en fonction des évolutions de Payfit aussi, parce que je crois que vous fêtez bientôt vos 10 ans. Donc on a aussi grandi en fonction des données que vous avez rendues accessibles plus facilement, etc. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de données qui sont facilement utilisables, qui moi me permettent, par exemple au moment des entretiens annuels d'évaluation, de faire un historique sur la rémunération d'un collaborateur pour voir un petit peu tout son passif. Ça permet aussi d'avoir, comme le disait Alexandra en introduction, une vue sur toute la masse salariale, etc. Enfin, il y a vraiment plein de visions différentes, que ce soit par des graphiques, par des tableaux, par des exports, etc. Et c'est vraiment, ça a vraiment une super faculté pour nous RH qui pilotons ça au quotidien. Super, merci beaucoup pour la réponse. Alexandra, une recommandation sur un outil adapté à la taille et aux enjeux de son entreprise? Je pense que déjà, il faut se poser la question de c'est quoi notre besoin. C'est primordial en fonction du secteur dans lequel on va être, de la taille de l'entreprise. Les besoins vont pas forcément être les mêmes. Moi, je sais que j'ai fait la grosse erreur dans le cabinet de conseil dans lequel j'étais avant. On est parti sur un ADP qui est un outil de paye et qui pour le coup était très complexe et pas du tout adapté à notre taille. Donc, c'était extrêmement compliqué d'avoir de la data, d'analyser les exports. Tout était sous forme de codification. Donc, ça nous a obligés de recruter quelqu'un en interne spécifiquement pour faire ça. Donc, quand on en vient là, c'est que on s'est trompé dans le choix de l'outil sur lequel on devait partir. Donc, il y a un vrai enjeu aussi d'agilité et d'autonomie. Qu'est-ce qu'on est capable de faire par soi-même? Ça, pour le coup, Payfit permet effectivement, Capucine en parlait, il y a un dashboard sur lequel on a quelques KPI qui nous permettent d'avoir quelques KPI clés qu'on peut suivre tous les mois. Après, il y a des extractions effectivement sur lesquelles on peut partir et après faire des TCD & Co. Maintenant, voilà, je sais que Reflect, par exemple, qui est l'outil de Léopold, ça permet d'éviter d'avoir 1 milliard de tableaux croisés dynamiques dans tous les sens sur lesquels on a juste envie de se pendre quand on doit les faire. Et la marge d'erreur est extrêmement du coup forte en plus, parce que pour le coup on a vite les yeux qui se croisent et on peut pas aller aussi loin que d'autres outils, voilà, qui permettent d'analyser la data et d'avoir des KPI plus approfondis. Donc je pense qu'il faut se poser la question, oui, de la tête, enfin voilà, avec quel outil de paye on va aller, et derrière il faut aussi se poser la question, est-ce que d'autres outils via l'intelligence artificielle ou pas nous permettent d'aller plus loin dans l'analyse, dans la data et éviter les tâches chronophages qu'on a à faire avec des TCD qui, je pense, sont les pires ennemis de beaucoup de RH. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, voilà. Je pense qu'on va être nombreux à être en empathie dans cette situation. Super, merci beaucoup pour tous vos conseils. Donc maintenant qu'on a récupéré cette donnée grâce à ces différents outils, il s'agit donc de bien l'utiliser après analyse. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette data pour dialoguer efficacement avec notre direction ou avec notre board? Je me tourne vers vous, Léopold. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour mieux communiquer auprès de la direction? Ouais.
Euh, En fait, effectivement, nous, ce qu'on observe, c'est que chez nos utilisateurs et utilisatrices, en fait, donc il y a beaucoup d'équipes RH, mais en fait, souvent on leur demande, mais en fait, pourquoi vous faites ça? En fait, beaucoup à chaque fois, il y a plein de parties prenantes. Il va y avoir la direction, donc ça peut être le CEO, ça peut être la direction financière, ça peut être parfois des managers pour les négociations annuelles, ça peut être les collaborateurs qui ont besoin d'informations en interne, et ça peut être aussi par contre des équipes RSE, etc. Donc en fait, comment communiquer cette information-là? Bah, en fait, c'est comme tout, c'est-à-dire que il faut comprendre en fait quelles sont les missions en fait, pourquoi vous le faites et pour qui vous le faites. Et en fait, je vous donne un exemple. En gros, quand vous communiquez des informations à la direction, souvent, ils ont peut-être pas forcément besoin du même degré de granularité que vous. Mais en fait, ils ont besoin d'avoir très vite une raison et un plan d'action. Je vous donne un exemple. En fait, nous, on a des clients qui utilisent Reflect pour mesurer le taux d'absentéisme chez les commerciaux, parce qu'en fait, du coup, il y a un impact direct sur le business. Si en fait, plus il y a d'absentéisme, bah, moins il y a de vente, en gros. Et donc, du coup, bah, les RH, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent et très vite, surtout, ils expliquent, ils disent, OK, bah, en fait, on a analysé sur les 6 derniers mois. Voici le taux d'absentéisme. Voici comment ça impacte. Voici pourquoi les quotas sont pas atteints. Et donc, du coup, voici notre plan d'action sur, bah, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de former des managers. On est en train de peut-être mieux mesurer la qualité du recrutement, etc. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre, en fait, pour qui vous le faites et qu'est-ce qui va les intéresser. Et par exemple, les managers, pareil. En fait, nous, on avait des clients qui envoyaient énormément de data à leurs managers dans Reflect, mais en fait, du coup, c'était pas forcément pertinent. Et en fait, ce dont ont besoin les managers, en fait, ils ont tellement de run à faire qu'ils ont besoin de pas forcément autant d'informations, mais quelques informations clés. Par exemple, bah, combien de personnes arrivent. Autre chose dont ont besoin les managers, c'est par exemple votre vitesse de recrutement, parce qu'en fait, c'est souvent eux qui ont besoin qui ont besoin de recrutement. Et donc, du coup, parfois, il y a des silos entre des équipes de recrutement et le management qui dit, mais je comprends pas pourquoi c'est aussi lent. Et donc, du coup, c'est intéressant de leur communiquer aussi bah, votre vitesse de recrutement, de leur dire, bah, pour information, pour que tu saches, nous, la boîte, en général, on recrute en temps de jour, dès qu'un poste est ouvert. Et donc, du coup, comme ça leur montre aussi que s'ils veulent ouvrir un poste, il faut l'ouvrir à temps en avance avant que la personne arrive. Et donc voilà, ça c'est des petits exemples en fait, tout le monde a besoin de données RH dans la boîte parce qu'en fait c'est vital quoi. Mais tout le monde n'a pas besoin du même niveau de granularité, des mêmes raisons pour lesquelles il faut les suivre. Et donc du coup, bah vous, les équipes RH qui êtes en fait entre guillemets un peu des clients de ces personnes-là, il faut comprendre en fait pourquoi ils en ont besoin et de leur fournir dans un bon format. Et ensuite sur les recommandations, bah ça c'est intéressant, mais je pense qu'il faut effectivement éviter donc tu parlais un peu d'IA, Alexandra, etc. Je pense que c'est ce que tu disais au début. Enfin, il faut être aussi un peu vigilant sur les recommandations que vous allez avoir et être humble sur comment vous analysez et ne pas tirer des conclusions qui sont trop hâtives, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que juste d'envoyer de la data comme ça à des gens sans interprétation et de penser qu'ils vont pouvoir l'analyser pour prendre des décisions, je pense que c'est un peu trop ambitieux. Et il faut faire cette première couche d'analyse, premièrement. Et puis deuxièmement, je pense qu'il faut pas être aussi, entre guillemets, pas être trop ambitieux dans les KPIs, c'est-à-dire pas penser qu'il faut faire trop de croisement de données entre taux d'absentéisme avec le classe d'âge par département en fonction de. Je pense qu'il faut être très simple à la base, de leur dire taux de départ, taux de turnover, voici comment évoluent les salaires dans ton équipe, etc. Il faut y aller petit à petit. Et aussi voir avec eux de quoi eux ils ont besoin, qu'est-ce qui est important pour eux. Voilà, moi c'est marrant, j'ai un petit exemple, mais on bosse avec un gros groupe de restauration et en fait chaque brasserie en gros a une RH et toutes les semaines cette RH a un rendez-vous avec le directeur de la brasserie et notamment il regarde des indicateurs RH. Et du coup c'est intéressant parce que justement toutes les semaines ils parlent, ils disent ok bah voici ce qui se passe cette semaine dans ta brasserie, voici ce qu'il faut suivre, etc. Voilà. Oui, donc concrètement, se mettre à leur place, parler leur langage et puis dire voilà ce qu'on observe et voici du coup une recommandation, une tendance peut-être qui se dégage et une première recommandation. Ok. Je crois que Capucine, vous avez une anecdote justement sur récemment comment vous avez mené un sondage et comment vous avez pu convaincre votre direction à changer un petit peu de bord.
Ouais, bien sûr, j'en ai plein, mais je vais essayer d'en choisir qu'une. Déjà, juste pour faire la jonction avec ce que tu disais, Léopold, je te rejoins complètement sur le côté, en fait, le RH est au service du business aujourd'hui, et on doit complètement se servir des données qu'on a pour faciliter le travail des managers, le travail des équipes, etc. Donc, en fait, il faut faire parler les données. Je suis d'accord avec toi, il faut pas les surextrapoler non plus pour rester voilà, dans des choses relativement simples, tout en les faisant quand même un peu parler et juste en les pré-mâchant, parce que nous, c'est notre quotidien, c'est notre voilà, c'est notre tunnel habituel et notre couloir de nage à nous. Pour eux, une donnée juste livrée sans commentaire et sans analyse peut être hyper mal interprétée ou différemment interprétée. Donc, on a aussi cette éducation et cette pédagogie à avoir, je pense, auprès des managers qui nous entourent, qui est hyper importante. Pour revenir sur ta question, Marion, moi, comme je le disais tout à l'heure, je fais tous les mois un survey que j'envoie à l'équipe. Je l'ai envoyé hier et d'ailleurs, il nous reste 25 minutes pour collecter toutes les réponses. S'il y a certaines personnes de l'équipe, allez-y. Et l'idée de ce How do you feel, comme je l'appelle, c'est vraiment de prendre la température et de mesurer l'humeur, ce qui est leur temps fort et leur temps plus difficile du mois précédent, etc. Je recueille le niveau de stress, le mood du mois, etc. Et il y a des choses qui y ressortent et qui sont vraiment liées à de l'actualité de manière directe. Je prends un exemple, quand on fait un off-site et que j'envoie le questionnaire une semaine après, par hasard de calendrier, hein, par exemple, moi je l'envoie toujours en début de mois, forcément mon humeur de l'équipe est à son apogée, hein. J'ai que des 10 sur 10, tout va très bien, etc. Idem pour quelque chose qui pourrait être par exemple plus redouté, quand on a des entretiens annuels d'évaluation, post-entretien annuel d'évaluation, l'humeur est très bonne. En fait, ça fait du bien aux équipes de savoir qu'on peut se parler, de savoir qu'on a un temps qui est dédié à ça, qu'on va prendre du temps pour parler d'eux, de leur futur, de leurs évolutions, etc., de comment ils se sentent, de leur épanouissement. Donc en fait, ça permet d'avoir un impact direct sur les équipes, sur leur morale, etc. Quand on voit les résultats post-off-site, moi, je ne peux que aller voir mon DAF et lui dire, Pierre, il faut qu'on fasse plus d'off-site, il faut qu'on fasse plus de moments ensemble, il faut qu'on ait plus de moments informels, regarde l'impact, etc. On peut aussi le corréler directement aux performances, hein, que ce soit économique, financière ou autre, au care de l'équipe, et voir à quel point l'équipe va mieux travailler après des moments comme cela, etc., par exemple. Donc, en fait, moi, c'est aussi pour ça que je fais des prises de pouls aussi régulières, c'est pour pouvoir vraiment faire parler les chiffres par rapport à un instant T et à des événements qui ont été très forts. Par exemple, chez nous, le mois de novembre est un mois très intense puisque fin d'année, etc. On a nos équipes qui sont sur les rotules à la fin du mois. Et pour autant, les résultats sont bons parce qu'on maintient des choses en dehors, des moments plus informels, des moments de célébration. On décore le sapin de Noël, etc. C'est des petites choses qui font quand même toute la différence sur les équipes. Et donc, voilà, c'est comme ça que je fais parler les données et que je m'en sers de levier derrière de négo avec le grand méchant DAF que nous avons chez Kimono. Bon, il est peut-être pas si grand méchant quand même, mais non, mais c'est vrai que c'est bien ce genre de survey en fait pour un petit peu contrer. On peut souvent avoir une impression quand on parle des moments collectifs comme ça au bureau que par exemple tout va bien ou qu'au contraire c'est très compliqué et après en fait avoir des résultats contraires. Donc justement on parlait du DEF, Alexandra. Comment on utilise la donnée RH pour aller négocier son budget ou convaincre une direction, que ce soit pour organiser un off-site ou autre? Alors déjà, faut se dire sans data. Concrètement, t'as pas de marge de manœuvre. C'est assez clair, hein. Dans tous les cas, si tu veux aller négocier ou convaincre, si tu veux avoir de l'impact, tout simplement, déjà au niveau RH, il faut de la data. Je le dis souvent enfin, ça me fait sourire. Ça va me faire pleurer, mais souvent quand on va dans des codires, je dis souvent quand le DAF il parle, il va sortir tous ces chiffres, il y a personne qui comprend grand chose souvent, donc personne ne dit rien. Et toi, quand tu arrives avec tes sujets RH, tout le monde sait faire des RH. Enfin, tout le monde a l'impression de savoir faire des RH et du coup a son mot à dire. Parce que souvent on arrive, on présente nos projets sans data, sans chiffres à l'appui, sans projection, sans du coup forcément on a moins d'impact sur ce qu'on va présenter, sur la capacité qu'on va avoir à négocier et aussi quand on arrive avec de la data. Enfin, au niveau RH, on a une position, on a un impact direct sur le business. Donc
faut vraiment que réussir à traduire la data RH sur l'impact que ça va avoir sur le business. Donc c'est extrêmement important pour négocier, oui, on l'a dit, mais pas que, pour avoir de l'impact, et puis pour pouvoir convaincre aussi et apporter de la légitimité sur ce qu'on fait et une vraie valorisation de notre fonction. Donc il faut qu'on fasse comme les DAF, il faut qu'on parle avec des chiffres, il faut qu'on parle avec de la data. Donc ça c'est, je pense, pas facile pour certaines RH, mais c'est indispensable aujourd'hui de s'appuyer sur de la data. Complètement. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces partages. Je me permets d'avancer un petit peu parce qu'on arrive bientôt à la fin du webinaire. Donc, si vous avez, on va aborder du coup toutes les questions en toute fin, mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse peut-être un partage d'expérience sur comment justement vous, en fait, individuellement, vous avez utilisé Payfit et comment vous exploitez du coup les données RH. Alexandra, je sais justement que pour rester avec vous, vous avez occupé le poste de DRH auprès de diverses entreprises au sein desquelles vous avez dû implémenter des outils SIRH et Pay. Est-ce que vous pouvez du coup nous partager ce retour d'expérience sur la mise en place de Payfit? Oui, je parlais de mon expérience fâcheuse avec un autre grand groupe Pay tout à l'heure, mais c'est vrai que ce qui est assez facile, c'est déjà l'implémentation de Payfit, elle est assez simple. Donc, je l'ai implémentée dans l'agence digitale Cadveris dans laquelle je travaille aujourd'hui, mais aussi je peux intervenir en part-time dans d'autres sociétés. Et c'est ce que j'ai fait, sur lequel on est aussi parti sur Payfit, parce que je pense que notamment l'interface, elle permet une certaine agilité, autonomie. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est extrêmement important quand on est RH de ne pas être dépendant d'une autre fonction ou d'une autre personne pour pouvoir analyser sa data. Donc oui, Payfit, j'ai trouvé ça important parce que on a de la data purement paye, donc masse salariale, charge patronale, on en a parlé tout à l'heure, mais on a aussi la possibilité, comme disait Capucine, aussi on a la possibilité de faire des sondages sur Payfit, donc ça nous permet aussi, de faire des entretiens, d'avoir de la data qui est plus qui se ressemble à du NPS, donc avoir et de la data très paye comme de la data très, j'ai envie de dire, accompagnement people en tout cas. Donc c'est pour le coup c'est extrêmement important pour moi la notion d'autonomie dans la data dont je vais avoir besoin et de pas dépendre de quelqu'un. Et ensuite, on parlait de Reflect tout à l'heure, mais je pense qu'il y a des combos qui peuvent se faire avec notamment des API entre outils qui sont importants parce que Payfit, oui, permet d'avoir accès à des KPI de base et des extractions derrière, mais si on n'est pas forcément très à l'aise avec des TCD, des tableaux croisés dynamiques ou autres sur Excel, ou simplement c'est pas notre passion, on n'a pas envie de passer notre temps dessus, il y a d'autres outils qui utilisent pour nous faciliter la vie et pouvoir avoir des données plus approfondies si on a besoin, soit si on a besoin ou soit parce que les parties prenantes, que ce soit des comités de direction, des CSE, des investisseurs nous le demandent. Et là, pour le coup, on est sûr d'arriver avec de la data sûre et qui soit pas où il n'y a pas d'erreur humaine derrière. Donc voilà pour mon retour d'expérience. Ok, c'est super parce que ça me fait une transition avec Léopold. Justement, je voulais qu'on parle de la connexion Payfit Reflex. Donc, ouais, du coup, effectivement, ça marche super bien. Aujourd'hui, il y a une API qui marche très bien. Donc, en fait, en gros, concrètement, si demain vous voulez connecter Reflect à Payfit, c'est très simple. On s'appelle, vous nous communiquez ce qu'on appelle une clé API et nous on se connecte en quelques heures et quelques jours après vous avez tous vos tableaux de bord de manière automatisée, etc. Et plus bien sûr un audit un peu de vos données, donc on fait tout ce qu'on appelle un peu une phase de recettage pour checker la fiabilité, voir que vous avez bien rentré les données dans Payfit, etc. Donc ça marche super bien et c'est très automatisé. Oui, je voyais quelques commentaires dans le chat sur parfois quelques difficultés à lire du coup les rapports. Typiquement avec des outils complémentaires comme Reflex, ça aide un petit peu, je pense, à faire le tri dans les priorités et à s'en sortir quand on n'est pas justement expert Pay. Capucine, vous voulez peut-être compléter justement avec un partage d'expérience sur justement comment vous utilisez vous les rapports Payfit?
Oui, avec plaisir. Donc du coup, nous, on se partage la fonction RH à deux. La partie paye est gérée par notre DAF, donc toute la partie purement financière dont tu parlais, Alexandra, sur tous les KPI de masse salariale, etc. Ça va être plutôt son domaine à lui. Moi, ce que je vais regarder, c'est aussi évidemment la masse salariale, ce qui va me permettre notamment, par exemple, d'anticiper sur les recrutements en fonction des budgets par équipe, etc., de pouvoir avoir une meilleure planification. Je m'en sers aussi, évidemment, dans les phases de départ, etc. C'est aussi des super outils où on peut faire des extraits où ça nous mâche le travail sur des process qui sont aussi assez longs et chronophages. Donc là-dessus, c'est assez plaisant aussi de s'en servir. C'est aussi un super outil là quand on est comme maintenant dans des phases de business plan et de budget prévisionnel pour l'année qui arrive. C'est aussi un peu le repère de tout RH, c'est de venir un petit peu voir l'historique sur l'année, voir par exemple les évolutions de salaire, etc. Donc prévoir les budgets augmentation pour l'année qui suit. Voilà, ça permet vraiment d'avoir une quantité de données très accessible. Nous, on fait beaucoup d'échanges entre du coup notre DAF qui gère la paye et moi là-dessus pour justement affiner au mieux et préparer les budgets les plus précis et réalistes possibles par rapport à des données et pas, comme tu le disais Alexandra, juste des estimatifs à la louche, comme c'est trop souvent le cas encore malheureusement, et d'avoir donc beaucoup plus de poids en fait quand on vient présenter ces données dans les comités de direction, etc. Quand on arrive avec des éléments précis, chiffrés, datés et vraiment détaillés, forcément ça parle directement et on a moins d'apprentis RH qui naissent parmi tout le monde et ça permet aussi justement de montrer le côté très carré qu'il faut avoir aussi dans ce métier-là et que c'est pas juste des discussions informelles au coin d'une machine à café les RH, mais que c'est bien plus que ça et qu'il y a des chiffres qui le prouvent aussi. Parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces partages d'expérience. C'était une discussion hyper enrichissante. Je pense que maintenant, il nous reste un peu de temps pour répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. Donc, vous pouvez, on en a quelques-unes, mais vous pouvez continuer du coup à nous en adresser si vous en avez d'autres. Alors, si je regarde donc déjà la première question, donc il y avait la question de Sandrine. Bonjour, pourquoi dans les indicateurs, il n'y a aucun indicateur spécifique sur la QVCT et les formations? Dans les indicateurs que peut-être tu citais, toi, Alexandra, au début. Il y a quand même alors les indicateurs formation, je pense que là pour le coup, c'est si tu as si tu as un SIRH global où là effectivement ça va te permettre d'avoir des analytics. Donc pour le coup, c'est un peu plus large. Effectivement, sur un logiciel de paye, il n'est pas fait pour ça. Donc c'est pas la même, c'est normal pour le coup qu'on n'ait pas forcément d'indicateurs liés à la formation. Là tu dois être sur un SIRH plus global pour avoir de l'analytique sur les sujets formation, sur les sujets tout ce qui est qualité de vie au travail et conditions de travail. Pour le coup tu peux en avoir via deux indicateurs. On a parlé tout à l'heure du taux de départ qui peut justement être lié à soit des conditions de travail, soit du management toxique. Management toxique ou pas approprié on va dire. Tu vas pouvoir aussi avoir le KPI dont on parlait aussi tout à l'heure, qui est l'absentéisme. Donc là, il y a un vrai impact souvent sur les conditions de travail. Et ensuite, Capucine aussi en a parlé, le fait d'aller sur des questionnaires type INPS, ça permet aussi d'aller sur des questions, de poser des questions aux collaborateurs et de poser des questions qui sont liées à la charge de travail, à l'équilibre vie pro-vie perso, et aussi d'avoir des questions ouvertes sur lesquelles les collaborateurs sont en capacité de nous faire part de leurs sujets qui peuvent être liés complètement au sujet de conditions de travail. Complètement. Ouais. Et juste pour compléter sur ces fameux questionnaires, notamment liés à tout ce qui est QVCT, etc. Nous, on est une quarantaine chez Kimono et on a décidé de passer ces questionnaires en possibilité d'anonymat, c'est-à-dire que si certains veulent répondre de manière anonyme, ils le peuvent. Ceux qui veulent, au contraire, dire que c'est eux pour qu'on puisse intervenir plus facilement et plus rapidement, peuvent le faire aussi. Et ça permet à certains de prendre la parole, de pas avoir peur du jugement, etc. Et nous, étant encore à taille relativement humaine, ça nous permet aussi d'avoir une idée de qui c'est, sans pour autant avoir une personne qui vient
voilà, trop dévoiler ce qu'elle n'aurait pas osé faire. Donc, c'est aussi une solution qui est intéressante et qu'il faut, je pense, proposer à ces équipes pour libérer quand on n'a pas, en tout cas, l'habitude de le faire. Ouais, je rebondis sur ce que disait Capucine, le fait d'avoir des questionnaires comme ça qui sont confidentiels ou non, c'est important. Nous, je sais qu'on met en place des questionnaires mensuels, mais qui sont pas anonymes, justement pour nous, au niveau RH, pouvoir intervenir rapidement sur les sujets de conditions de travail, charge de travail, etc. Et après, on a des questionnaires qui sont trimestriels et là, qui sont anonymes pour s'assurer que les collaborateurs se sentent complètement libres de nous faire part de leur remontée sur les différents sujets sur lesquels on va les questionner en interne. Ouais, chez Payfit également, on fait ce qu'on appelle un fulfillment survey, nous 2 fois par an, et il est entièrement anonyme. Après, on a voilà, des choses qui nous permettent de regrouper, d'avoir une donnée un peu plus précise, comme par exemple savoir d'où vient la donnée, si elle vient de tel ou tel département, de telle ou telle équipe, mais pour justement pouvoir faire des plans d'action adaptés, mais pour être sûr d'avoir un feedback le plus clair et transparent et constructif. C'est important de garantir la confidentialité de ces données. Et pour du coup terminer, on avait une autre question, donc une question de Constance cette fois. Quels sont les 3 indicateurs RH à suivre en priorité pour une boîte qui scale, donc passage du seuil des 50 collaborateurs dans le but de valoriser les initiatives RH par rapport au business? Vas-y, c'était toi l'expert data au tout début, Alexandra. Je pense qu'il faut surtout se mettre d'accord en interne sur qu'est-ce qui va parler aussi aux parties prenantes, en fait. C'est important de pas rester seul dans son coin au niveau RH en disant « Ah, ça c'est plutôt sympa comme indicateur, ça devrait parler à tout le monde, alors que ça va parler à personne. » Donc, faut déjà se mettre d'accord avec son CODIR, avec son CSE, avec voilà toutes les parties prenantes sur quel indicateur est pertinent aujourd'hui, et de faire de la pédagogie, c'est important, en expliquant que 1000 indicateurs, ça ne sert à rien. C'est ce que disait tout à l'heure Léopold. Il vaut mieux en avoir 3, 4 ou 5, mais qui soient pertinents et qu'on va être en capacité de suivre et en capacité d'analyser, plutôt qu'en avoir 10 000 et sur lesquels on va pas avoir d'impact parce qu'on sera pas en capacité de les suivre. Donc, je pourrais en donner 3 comme ça, mais pour le coup, je suis pas en fonction du secteur aussi dans lequel on va être et des enjeux que va avoir la société, ça peut effectivement varier. Donc, je donnerais bien les 3 qui me paraissent moi pertinents, mais je suis pas sûre que ce soit la meilleure chose à faire en fait. Oui, parce que en fonction des secteurs, la volatilité des talents est pas forcément la même, le coût des talents est pas forcément le même non plus. Enfin voilà, il y a énormément de facteurs qui évoluent. Mais moi, si je peux me permettre d'en donner un, c'est le INPS. Vraiment, ça vaut pour tout le monde et celui-là, il est à la fois RH, à la fois QBCT, etc. Donc c'est un qui est assez 360, qui est rapide à calculer et qui fait des beaux résultats quand quand la boîte les mérite, et qui est donc un bel atout à mettre en avant aussi. Il y a peut-être un indicateur aussi qui peut être pas mal sur le recrutement, c'est-à-dire qu'en fait, Constance, si la boîte grandit, j'imagine que vous allez plus être 50, vous allez être 70, 80, etc. C'est peut-être de montrer en fait en combien de temps vous avez recruté ces personnes-là, combien de temps les gens restent, etc. Donc c'est un peu ce qu'on appelle du headcount planning, c'est aussi de leur dire ok, bon, aujourd'hui on est 50, votre objectif c'est qu'on soit combien à la fin d'année, et donc du coup en fait il faut qu'on suive ça de manière assez précise pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Donc moi ça serait plutôt genre vitesse de recrutement, combien de temps les gens restent, en combien de temps on recrute les gens, etc. Donc en fait un espèce de mix entre votre vitesse de recrutement et le temps que les gens restent chez vous, pour que vous arriviez à vous dire ok, à la fin de l'année 2025, si vous voulez être temps, il faut qu'on mette ça en place en termes d'action, quoi. Constance vous a répondu, elle nous remercie du coup pour toutes les réponses, donc j'espère que ça a pu vous aider. Merci. Il y a juste une dernière question qui va être très rapide à répondre. Le INPS, vous l'évaluez à quelle fréquence? Nous, on le fait 2 fois par an. Je pense que au-delà, c'est pas pertinent, et pour le coup, ça prend trop en compte les problématiques ponctuelles. Donc nous, on le fait en janvier et en juillet, et comme ça nous permet de mesurer l'évolution et d'avoir un comparatif aussi en fonction de la saisonnalité, puisque c'est 2 grosses périodes de recrutement pour beaucoup d'entreprises.
Chez Payfit, c'est pareil, c'est 2 fois par an parce qu'il faut déjà, non seulement ça prend du temps de faire un survey déjà, et puis ensuite, il faut prendre le temps d'analyser les résultats et de faire des plans d'action. Et si vous le faites, par exemple, survey tous les mois, même tous les trimestres, ça peut être un peu court. Enfin, c'est même tous les mois, c'est même infaisable, mais tous les trimestres, ce serait assez challengeant, je pense. Ouais, nous, on le fait un tout petit peu plus régulièrement. On le fait à peu près tous les 4 mois. Mais après, ce qui est important, c'est ce que tu disais très bien tout à l'heure, Capucine, c'est que tu as le sujet périodicité. Donc, ce qu'on fait nous aussi, c'est qu'on fait une analyse year to year. C'est-à-dire qu'on va comparer le NPS sur la même période que l'année précédente, de façon à ce que, voilà, si c'est pré, post-éval ou des choses comme ça, évaluation annuelle, on aura les mêmes impacts l'année précédente. Donc, ça nous permet d'avoir un comparatif aussi, pour le coup, par rapport à l'année précédente. Voilà. Ouais. Je crois qu'on est arrivé du coup à la fin des questions. Donc, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Donc, fin du webinaire. Merci beaucoup Alexandra, Capucine et Léopold pour tous vos bonnes pratiques, partage d'expériences, conseils, recommandations. Et donc, pour clôturer, ce qu'on peut faire, c'est déjà vous partager donc, des solutions Payfit comme notre newsletter Virage pour aller un peu plus loin sur le sujet. Et puis, nous, on a bien pris en compte, c'est ça, les commentaires qui étaient dans le chat. Donc, comme disait Nafissa, ça va être transmis à nos équipes produits pour perfectionner donc, cet accompagnement qu'on peut vous faire. Merci beaucoup encore à tous pour votre intervention, votre temps, et puis passez une excellente journée. Merci. Merci. Au revoir.